Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le principe d'un moteur assez inconventionnel, dans la mesure où il n'a besoin d'aucun support pour se mouvoir et ne consomme que de l'électricité pour fonctionner. Pour un physicien, cela semble impossible, car ce système violerait le principe des actions réciproques. Mais tout d'abord, je vous présente Michel et Paul, qui vont nous assister dans cette démonstration. Ils sont à bord de leur module qui tourne depuis quelques jours en orbite haute autour de la Terre. Je dis en orbite haute pour signifier qu'ils sont très peu influencés par la gravité terrestre. Comme je le disais, pour un physicien, cela semble impossible car ce système violerait le principe des actions réciproques, qui stipule que tout corps exerçant une force sur un autre corps subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé. C'est l'énoncé même de la troisième loi de Newton. Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B. Si par exemple nous prenons Paul et Michel sur des patins à roulettes et qu'ils se repoussent mutuellement, ils vont se déplacer dans des directions opposées. Cela semble assez simple comme concept. Afin de rester cohérent dans mon exposé, nous allons parler dans cette vidéo de mécanique spatiale, de mécanique newtonienne, de quantité de mouvement et de collision, que ces collisions soient frontales ou perpendiculaires, de collisions élastiques et inélastiques, et tout cela avec des exemples simples, afin que le novice puisse s'y retrouver et se faire une idée du concept. Quant aux savants, qu'ils n'hésitent pas à mettre en commentaire sur quelle partie du concept ils sont en désaccord. Mais nous allons aussi parler de principes originaux, comme la contre-réaction, dont vous comprendrez facilement le principe, ainsi que les collisions directes sur plan incliné, qui sont sûrement le phénomène le plus important mis en œuvre dans ce concept. Allons-y. Imaginons donc déjà que dans son module, qui se déplace de façon rectiligne dans l'espace, Michel s'ennuie un peu. Il trouve une balle et s'amuse à la lancer contre la paroi opposée. On peut comprendre qu'il va se retrouver, à un moment donné, plaqué contre la paroi opposée, mais cette agitation ne perturbera en rien le déplacement du module, car tous les objets, ainsi que Paul et Michel, vont à la même vitesse à l'intérieur du mobile. Bien, cela fait quelques jours que Michel et Paul tournent autour de la Terre et ils commencent à s'ennuyer un peu. Ils ont une idée originale pour se divertir. Ils récupèrent une échelle de service, se scotchent les pieds chacun au bout de cette échelle et envisagent de s'échanger une balle à la main. Bien entendu, ils ont pris soin de rattacher l'échelle au point central de la station. Ils commencent donc à s'échanger la balle, d'abord tranquillement. Bien sûr, ils s'échangent la balle de manière horizontale, bien horizontale, et non pas comme ceci. Nous avons donc une réaction quand Michel lance la balle. La réaction est que l'ensemble cosmonaute et échelle se déplace sous l'effet de cette réaction. Ici donc, l'ensemble se déplace bien selon le principe des actions réciproques. Ce déplacement de l'équipage, cosmonaute plus échelle, est proportionnel à la masse de la balle et sa vitesse, par rapport à la masse cosmonaute plus échelle. C'est ainsi qu'on détermine les paramètres de la quantité de mouvement et qui peut être facilement calculée. Suite donc à l'action que Michel a fait pour lancer la balle et la réaction du déplacement échelle plus cosmonaute, il arrive un moment
où Paul reçoit la balle. Il reçoit la balle avec la même intensité que Michel l'a lancée. L'ensemble cosmonaute plus échelle revient donc à sa place initiale. C'est ce que je nomme la contre-réaction. C'est un concept assez simple en fait. Certes, on ne voit jamais ce cas de figure car en général, on n'a aucun intérêt à contrarier une action-réaction. Mais ici, il est important pour la suite d'en comprendre le fonctionnement et sa logique. Il suffit juste de comprendre que plus Michel lance la balle avec force, plus Paul la réceptionne avec la même force, la même intensité, et c'est d'ailleurs ce qui fait que l'ensemble revient à sa place initiale. La quantité de mouvement est conservée, bien que l'effet final s'annule, l'équipage est revenu à sa place initiale, prêt pour un nouveau tir. L'effet s'est naturellement compensé. Un point très important à retenir. L'action et la réaction est immédiate. L'effet est consommé immédiatement. Par exemple, la balle de fusil part et le recul de l'arme est instantané, en général sans inquiétude du devenir de la balle. Pour s'en convaincre, imaginez qu'un cosmonaute repousse une balle de masse énorme ou bien un mur. Si vous essayez de pousser un mur, vous sentez intuitivement que la réaction est immédiate. Encore un autre point important à noter. Nous sommes là dans un cas de figure de système isolé, tant que la balle n'échappe pas au cosmonaute. Et donc, tant que cette balle n'échappe pas au cosmonaute, l'équipage ne peut bouger plus loin que le plan de masse, symbolisé par la longueur de l'échelle. En s'échangeant la balle même pendant quelques heures, ils ne bougeront pas par rapport au point d'origine, en rapport avec leur module spatial. À un moment donné, nos deux cosmonautes se rendent compte que leur échelle est une échelle pliante. Ils la déplient donc afin qu'elle forme un angle droit. Michel reste toujours au bout de l'échelle, que l'on peut dénommer la base du triangle ainsi formé, tandis que Paul s'installe au bout, en haut donc, du côté adjacent de ce triangle. Puis ils s'échangent de nouveau la balle. On peut constater que le mouvement de l'ensemble ne suit plus le plan horizontal de l'échelle, mais son hypoténuse, symbolisée par la trajectoire de la balle. Ici, le principe des actions réciproques est encore respecté. Le mobile subit plus une translation, sans plus, et sans trop de distinction par rapport à la forme de l'objet. Seuls les vecteurs direction importent. Enfin, par un malheureux accident, Paul n'arrive pas à rattraper la balle et de plus, suite à leur gesticulation, ils ne se sont pas rendus compte que la sangle qui les tenait raccordés au module s'est détachée de l'échelle. Chaque entité, cosmonaute plus échelle, partent chacun dans une direction opposée à l'infini. Comme je l'ai rappelé au début, tout objet mis en mouvement perdure dans ce mouvement tant qu'aucune force ne vient contrarier ce mouvement. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt sauver Michel et Paul. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont quitté leur module, car nous allons parler à présent de collision perpendiculaire. Le cas typique est, par exemple, une voiture qui fait un refus de priorité à un stop et qui percute une autre voiture perpendiculairement. Les experts d'assurance ont étudié ce genre de phénomène pour concrétiser ces situations et établir les responsabilités respectives des protagonistes. On s'en doute certainement, une collision transversale impliquant deux objets a pour effet de dévier leur trajectoire initiale. La trajectoire résultante de la masse unique constituée des deux objets est alors égale à la somme vectorielle des quantités de mouvement initial. D'ailleurs, en rédigeant cet exposé, je me suis rendu compte que les scientifiques utilisaient le terme addition vectorielle, alors que le but de mon système est de provoquer
une soustraction vectorielle. Mais je vous explique ça de suite. Nous allons à présent aborder le sujet le plus intrigant, car nous allons étudier les collisions sur les plans inclinés. Attention, ici je ne parle pas de chute de corps sur les plans inclinés dont on apprend le modèle au collège et dont on trouve une infinité d'exemples sur Internet. Non, ici je vous parle bien de collisions sur plans inclinés. Et ça, vous ne trouverez aucun modèle nulle part, car il semblerait que ce phénomène n'ait vraisemblablement jamais été étudié, du moins à ma connaissance. Étrange, n'est-ce pas? Si vous trouvez un ouvrage, une recherche, un site, indiquez-le moi dans les commentaires. On peut déjà se représenter une collision tangente élastique sur un mur fini. Je veux dire fini, car d'une masse infinie. Un bon mur, quoi. Le projectile est tiré du bas avec un angle de 45 degrés. Instinctivement, on se doute que le projectile va ricocher sur le mur selon un angle de 45 degrés aussi. C'est en quelque sorte le principe de la réflexion lumineuse décrite par Descartes. Si le mur ne peut être repoussé dans le plan horizontal, alors suite au rebond, le projectile conserve pratiquement toute sa quantité de mouvement. À présent, si on imagine un plan vertical mobile, tant horizontal que vertical, et en traçant les vecteurs au moment du ricochet. On peut constater que l'impact provoquera un recul du mur, mais aussi un soulèvement de celui-ci. En proportion de ces déplacements, le projectile perdra de la vitesse, selon, encore une fois, la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Une partie de la quantité de mouvement est transmise au mur, l'autre est conservée par le projectile. Rien d'extraordinaire ici. Tout cela semble assez évident. Cependant, on peut disposer le système dans une autre configuration intéressante qui aura les mêmes conséquences. À présent, nous allons nous imaginer une petite plateforme libre de se déplacer dans l'espace. Et sur cette plateforme, nous allons installer un coil gun, à ne pas confondre avec un rail gun. Et nous allons procéder à un tir. Donc nous aurons un effet d'action, le projectile qui part, et l'effet de réaction, le canon qui se déplace. Évidemment, comme il est libre de la plateforme ne subit aucune contrainte. À présent, nous avons fixé le canon sur cette plateforme. Et donc, si nous procédons à un nouveau tir, c'est l'ensemble qui subira la réaction suite à l'action du tir du projectile. À présent, donc, sur cette plateforme où le canon est fixe, nous avons fixé aussi un mur solidaire de la plateforme. Si nous procédons encore à un nouveau tir, nous voyons l'action, la réaction et la contre-réaction. Ce qui fait qu'en fait, la plateforme ne bouge pas. À présent, nous avons installé en plus un plan incliné fixe, solidaire de la plateforme, tout comme le canon. Et si nous procédons à un tir, donc nous avons toujours l'action, la réaction, mais aussi la contre-réaction quand le projectile va toucher le plan incliné. Cependant, lors du ricochet, une partie de la quantité de mouvement repart dans un vecteur vertical et l'autre partie perdure dans le vecteur horizontal. On peut constater que la quantité de mouvement s'est divisée lors de ce choc. Comme nous l'avons vu au début de cet exposé, l'action et la réaction sont instantanées.
Donc le mobile a commencé à se déplacer sur la gauche avant que la contre-réaction entre en jeu. Et nous l'avons vu, la contre-réaction répartit la quantité de mouvement en un vecteur vertical et horizontal. Bien sûr, vous pourriez dire que le mobile, ensuite, va commencer une inclinaison. Et vous avez raison. Bien sûr, malins comme nous sommes, nous allons créer une symétrie avec les canons et doubler les plans inclinés afin que le mobile ne se mette pas en rotation. Donc les contre-réactions vont se compenser. Mais me direz-vous, ici, nous sommes encore dans un système ouvert, car nous perdons les projectiles. Eh bien, il suffit de bloquer ces projectiles dans le mobile, et ainsi ces deux quantités de mouvement se compensent aussi. Nous avons bien vu aussi auparavant que cette collision perpendiculaire n'avait aucun effet sur le déplacement du mobile. À présent, pour organiser le retour du projectile dans la bouche du canon, eh bien, nous revenons au principe des cosmonautes qui se lançaient la balle. Ici, Pierre lance la balle et ici, Paul la reçoit. Et nous voyons que ceci n'a aussi aucune influence sur le mobile, vu que les projectiles voyagent à la même vitesse que le mobile. Attention toutefois, il est nécessaire de comprendre que le mobile n'avance qu'avec la moitié de la contre-réaction. En effet, cette partie de la quantité de mouvement est perdue. Cependant, pour rendre plus efficient ce moteur, rien ne nous empêche de récupérer cette énergie avant qu'elle percute la voûte ou la sole du mobile. Il a quand même de la gueule, mon moteur, non? Pour Michel et Paul, j'ai trouvé une fin heureuse. Suite à la collision des deux satellites, ils ont quand même réussi à récupérer des panneaux solaires, une bâche immense et une bonne réserve d'hydrogène. Ils ont fabriqué un moteur sommaire et ont réussi à redescendre sur le plancher des vaches. Quelques semaines plus tard, ils ont redécollé avec le même principe en améliorant leur modèle. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et qu'elle vous mènera à réfléchir. N'hésitez pas à poser vos questions. Je remercie Léa pour les petits dessins. Merci.